As-tu déjà évité de poser une question de peur de recevoir la réponse que tu appréhendais? Genre à ton premier chum, à ta première blonde, alors que les relations sont un peu frivoles. Tu doutes de l'amour de ton nouveau partenaire, mais t'hésites à lui demander s'il t'aime. Parce qu'au fond de toi, tu connais la réponse. Parce que tu sais que la question est tellement directe que ça va mettre l'autre personne en boîte. Et là, il va avoir deux choix. Il ou elle, soit il va te dire la vérité en te répondant, je t'aime plus comme avant en fait. Ou je t'aime plus du tout. Ou soit, il ou elle va te mentir pour pas te faire de mal. Et souvent, la réponse, on la connaît, notre intuition la connaît. Mais on veut tellement pas l'entendre qu'on préfère soit pas poser la question, ou encore pire, soit obtenir un genre de simili-mensonge pour éviter de souffrir. Ça, c'est dans nos premières amours, mais en entreprise, on est dans relation aussi, puis je veux dire, il y a de l'amour. Moi, je dis toujours que quand j'ai perdu mon emploi chez Stracker à la suite de la fermeture, ça a été ma plus grande peine d'amour professionnel. Je m'appelle Vicky Jobin. Avec Vigie RH, je suis ton miroir, ta boussole, ton phare et ta bibliothèque vivante. Ensemble, partageons notre savoir, nos outils, nos conseils à travers cette communauté vibrante d'experts qui sont les étoiles dans la sphère de la GRH. Mon engagement, c'est prendre soin de toi, te faire prendre la hauteur, affiner ta vision et te positionner en véritable leader dans l'univers RH. Bienvenue sur mon podcast. On a peur de poser des questions, souvent parce qu'on a peur d'entendre les réponses. Ça va faire mal. Puis qu'est-ce qui est important dans une entreprise, dans une organisation? Souvent, c'est la performance. C'est la performance de mon travail, de mes livraisons, de mes interventions. Et on veut tellement tout le temps être à la hauteur qu'on a peur de se faire dire qu'est-ce qui va pas. Est-ce que je suis à la hauteur de tes attentes? On n'ose peut-être pas poser ces questions-là parce que on sait très bien qu'on a du mal à performer dans telle situation parce que soit on n'a pas la capacité, soit on n'a pas les compétences, ou soit on n'a tout simplement juste pas l'intérêt pour faire des choses. Est-ce que mon collègue ou ma collègue est meilleur que moi? On ne pose pas cette question-là parce qu'on sait très bien que son collègue, sa collègue, c'est une machine de guerre, puis tout le monde le sait, puis tout le monde les aime, puis ça se peut qu'il y ait des gens qui soient meilleurs que soi. Mais on ne va pas poser la question pour se le faire confirmer. Est-ce que j'ai fait une belle présentation? Est-ce que j'étais ça à la coche? Alors qu'on sait très bien, ou que tu sais très bien que tu as fait plein d'erreurs, que tu as bafouillé, que tu as mal géré ton temps. Mais tu ne vas pas poser la question parce que tu as peur de la réponse. Puis des non-dits en transfert d'entreprise, j'en vois plein. J'en vois plein. D'ailleurs, c'est souvent la raison pour laquelle on fait venir des intervenants externes parce qu'on n'ose pas se dire les vraies affaires. Par exemple, les releveurs qui veulent reprendre l'organisation ont peur surtout de cette question-là. Est-ce que je suis à la hauteur de tes attentes? Ils ont peur de la réponse. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Alors que le releveur sait très bien qu'il y a un manque de compétences. C'est normal, on va le développer. Est-ce que tu vas me financer? Est-ce que je vais être obligée de sortir des millions de mon compte de banque? D'emprunter des millions et d'amener mon compte de banque dans le négatif pour reprendre l'organisation. Quand on arrive sur des aspects financiers, beaucoup de non-dits, on n'ose pas, puis c'est des stress. De demander des questions, ça veut dire quoi l'EBITDA? Ça veut dire quoi le cash flow? Alors que c'est un langage qu'on n'ose pas poser la question parce qu'on a peur de passer pour un incompétent ou quelqu'un qui ne connaît pas son affaire. Dans mon jargon de consultante, pour moi, éviter une question, ça fait partie des non-dits. Puis en communication, les non-dits, ça peut prendre deux directions. Là, j'ai la direction de j'ose pas demander quelque chose,
Mais à l'inverse, ça peut être dans la direction où j'ose pas dire quelque chose. Ce qu'on peut appeler, j'en ai parlé aussi, le filtre en communication. Je vais arranger les choses ou je vais éviter les choses. En fait, le non-dit, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une pensée, c'est un sentiment. Ça peut même être une intention qui n'est pas exprimée verbalement, mais qui néanmoins est présent dans un sous-entendu dans la communication. Puis le non-dit, ça peut survenir dans différents contextes, dans nos conversations personnelles ou encore dans des réunions. Puis il y a des raisons pour lesquelles on n'ose pas aborder les non-dits. Et je pense que la plus grande raison, c'est pour se préserver dans nos sentiments. Une personne pourrait choisir de ne pas dire quelque chose ou d'éviter une question pour éviter de blesser l'autre ou de se faire blesser, de se blesser dans ses sentiments. Une autre raison pour laquelle on évite les non-dits, souvent c'est parce que le non-dit, ça peut être volontaire ou non. Et des fois, on a des suppositions partagées. Ça veut dire que 2 ou plusieurs individus partagent dans un contexte commun ou des expériences similaires, peuvent penser ou peuvent laisser certaines choses non dites en supposant que c'est évident ou compris par tous, puis que ça n'a pas besoin d'explication. Fait que le non-dit, c'est pas toujours d'une manière volontaire. Ça peut être d'une manière involontaire en supposant que tout un chacun connaît la situation puis comprend, en fait. Ça peut aussi, une autre raison, une troisième raison, on avait la préservation des sentiments, la supposition partagée. La troisième, c'est la protection de soi. Donc, une personne peut retenir des informations qui pourraient la rendre vulnérable ou qui pourraient avoir des conséquences si elle partageait ces informations-là. Donc, elle va se protéger, puis elle va pas dire certaines choses. Et une quatrième raison, qui est peut-être un peu moins présente ou moins fréquente, mais ça peut arriver, c'est la manipulation, parce que les non-dits peuvent aussi être utilisés pour manipuler ou encore contrôler une situation, en laissant volontairement des sujets, des choses ambiguës ou des choses qui sont ouvertes à interprétation. Ce qui fait que l'autre personne, l'humain étant ce qu'il est, s'il n'a pas des réponses, son cerveau a besoin d'en créer. Et c'est là souvent que ce flou-là peut être néfaste parce que, avec notre propre réalité, avec un manque d'information globale, avec nos lunettes, on va se trouver des réponses. Et les réponses ne sont pas toujours les bonnes. Parce que des fois, on est un juge très sévère à notre égard. Alors que les autres n'ont pas le même regard sur nous que nous, on a. Donc, on a peur de poser la question parce qu'on se juge tellement fort, alors que, à l'inverse, c'est pas toujours le cas. Comprendre les non-dits, c'est crucial pour une communication efficace, mais aussi pour maintenir des bonnes relations, parce que ça peut avoir un impact grandement significatif sur la manière dont les messages vont être reçus ou interprétés. Puis reconnaître et adresser les non-dits, ça peut nécessiter beaucoup d'empathie, de l'écoute, des discussions ouvertes, parce qu'on veut clarifier nos intentions ou on veut exprimer nos sentiments. Pour ma part, moi, j'encourage toujours d'aborder les non-dits. D'ailleurs, comme je disais, c'est la raison pour laquelle souvent on m'embauche. Puis j'encourage toujours à poser la question qu'on n'ose pas poser parce que je pense que la transparence, la vérité, doit prendre préséance sur tout. Je pense que t'es mieux de savoir les choses, t'es mieux d'avoir la vérité que de rester dans un monde d'interprétation, un monde flou, où là, tu cherches tes propres réponses ou tu évites de vivre dans la douleur.
T'es mieux de savoir que tu as des compétences à développer ou des choses à apprendre pour t'améliorer que de continuer de mal performer ou rentrer tôt ou tard dans un mur. Parce que si ça continue comme ça, ben éventuellement, ça pourra juste plus marcher, tu sais. Fait que t'es mieux de le savoir avant, je pense. T'es mieux de savoir que tu fais pas l'affaire pour négocier une sortie ou un plan d'action concerté avec tes gestionnaires. T'es mieux de le savoir, je pense. Ça fait plus mal. Ça fait mal sur le coup, mais ça fait mal moins longtemps. Hein, c'est comme l'histoire du premier chum ou de la première blonde. Tu sais, si l'autre a envie d'aller voir ailleurs puis il a rencontré une plus belle ou une plus fine ou une plus neuve, ben, t'es mieux de le savoir. Hein, parce qu'on va dire à nos ados... tu sais, ça va donner un grand coup, mais tu vas t'éviter du stress, des émotions, des frustrations, des pleurs qui vont durer. Oui, tu vas rester avec la personne, mais tu vas être pendant des semaines à souffrir parce que la réponse de tu m'aimes-tu est non. Puis la personne veut souvent... Les gens sont pas mal intentionnés, les jeunes non plus. Souvent, ils veulent éviter de faire souffrir d'autres personnes. Fait que c'est plus facile de mentir puis de subir la conséquence de rester dans un environnement dans lequel on n'est pas bien que de dire la vérité. Pour moi, aborder les non-dits, c'est comme arracher un plaster, en fait. Puis un plaster, là, où, je sais pas moi, où il y a du poil ou un duvet ou whatever, ça fait mal, tu sais. On dit « tire vite ». Puis après, tu vas mettre ta main tout de suite pour amoindrir la douleur. Surtout si la main est fraîche, mais tu sais, ça va faire moins mal. Hein, parce qu'il n'y a rien de pire que d'arracher un plaster dans le poil à petits coups, puis là, t'enlèves un petit coup, puis là, ça fait lever la peau, puis là, ça fait mal, puis ça fait mal longtemps. Hein, t'es mieux de l'arracher d'un grand coup, puis après ça, c'est fini. Fait que, voilà, le conseil que j'ai envie de te donner aujourd'hui par rapport à ça, c'est que si tu vis une situation floue, puis que t'oses pas poser des questions parce que t'as peur de la réponse, bien, je t'invite à te préparer ou à réfléchir en te posant les questions suivantes. D'abord, qu'est-ce qui n'est pas clair et que tu aimerais voir se clarifier? Quelle réponse à quelle question tu souhaiterais avoir? C'est quoi les peurs dans chacune des réponses? Puis c'est quoi les hypothèses possibles de réponses que tu peux recevoir? Hein, avec la question, chose que tu peux faire clarifier, je peux avoir « non, je réponds pas aux attentes » ou « oui, tu réponds aux attentes », puis quelque part entre les deux. Bon, ben voici mes scénarios. Puis c'est quoi le pire qui peut arriver dans chacun des scénarios, dans chacune des hypothèses? Puis qu'est-ce que tu peux faire dans chacune des hypothèses? Sur quoi tu as du contrôle? C'est quoi tes options? Ce qui fait que, peu importe la réponse, tu vas être prêt et tu vas déjà savoir c'est quoi le pire. Tu vas déjà être prêt au pire de ce qui peut arriver. Fait que c'est beaucoup moins épeurant parce que tu as une solution déjà d'emblée. Puis je te garantis que si tu es prêt, si tu es prête à toute situation, les coups vont être beaucoup plus faciles à prendre. Puis tu peux même, parce que dans les hypothèses, n'oublie pas qu'il y a une hypothèse qui est positive, qui va peut-être à l'encontre de ce que tu penses. Hein? Tu réponds peut-être aux attentes. Donc tu peux avoir des surprises. Tu peux te faire infirmer tes hypothèses initiales dans le meilleur des scénarios. Ça peut arriver aussi. Donc, il y a des façons de poser les questions aussi, parce que si je reprends l'exemple du repreneur qui n'ose pas demander s'il a tout ce qu'il faut, s'il est à la hauteur des attentes du cédant, parce que ça arrive dans presque tous les mandats de reprise, bien, il pourrait plutôt poser la question autrement, puis dire quelque chose comme ben je sais que je n'ai pas encore toutes les compétences, est-ce que tu pourrais me guider vers un plan de développement des compétences? T'sais, à ton avis, quelles sont les compétences que je devrais prioriser dans mon développement? Si l'hypothèse était qu'elle pense que tu as tout, ben elle va dire, ben non, tu as tout ce qu'il faut, ben non, tout est correct. Elle va te donner cette réponse-là. Mais à l'inverse, si elle ne pense pas que tu as tout ce qu'il faut, ben ça va grandement lui faciliter la tâche parce que tu vas démontrer que tu as une posture d'ouverture, que tu es conscient aussi que
tu n'as pas tout encore ce qu'il faut, mais que tu veux te développer. Donc, ô combien tu rends la vie facile, puis ô combien la réponse est beaucoup plus facile à verbaliser pour celui à qui tu poses la question. Donc, j'aimerais finir sur cette réflexion-là en te faisant réfléchir sur qu'est-ce qui est flou, puis pourquoi c'est flou, puis comment je peux faire pour faire éclaircir ce flou, mais en préservant mes émotions. Et ça, comme je dis souvent, ça passe par de la préparation. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Fais-moi part de tes commentaires comme à l'habitude. Et jusqu'au 10 avril, ce qui est dans 2 jours, en fait, j'enregistre ce podcast aujourd'hui, on est le 8 avril. Mais tu as jusqu'au 10 pour te procurer ma formation sur la communication relationnelle et organisationnelle à 80% de rabais, ce qui veut dire que tu la payes 39 $ au lieu de 199 $. Tu la télécharges, elle est tout de suite consommable, 2h30 de contenu sur les communications de base, effectivement, l'écoute, la délégation, mais une belle grande partie aussi sur les communications organisationnelles qui... à mon avis, est très manquant dans les organisations. Donc, si tu as envie de te développer là-dessus ou de travailler dans ton organisation sur les communications, ben écoute, sache que tu auras déjà un grand pas de fait. Alors voilà, merci de ton écoute, merci d'avoir resté jusqu'ici, jusqu'à la fin, puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!